Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20. À la une, tout à l'heure de votre journal national, après l'Allemagne, l'Autriche et la Slovaquie rétablissent les contrôles aux frontières. Nouveau coup porté à l'espace Schengen. Situation très tendue ce soir aussi en Hongrie, à quelques heures de l'instauration d'une nouvelle loi qui bloque l'arrivée des migrants à la frontière serbe. Et puis pratiquer soi-même un test de dépistage du sida, ce sera possible à partir de demain. Des kits seront vendus en pharmacie sans ordonnance. Le test est fiable à 99%, mais suscite encore des réticences. L'actualité à Paris et en Ile-de-France maintenant. 4 nouveaux radars mis en service aujourd'hui en Seine-et-Marne. Particularité, ils flashent dans les deux sens de circulation. Arme doublement efficace ou raquette des automobilistes. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, est notre invité. Les médecins toujours mobilisés contre le projet de loi de santé. Alors que le texte arrive au Sénat, ils réclament l'abandon du tiers payant généralisé. On verra en quoi cette mesure gêne les praticiens. Et puis, à vous de jouer, mesdames, en plein recrutement des bénévoles pour l'Euro 2016. La Fédération française de football sort le carton rose, une campagne à destination des femmes. Mais d'abord, donc, cette première réponse du gouvernement à la hausse de la mortalité routière. Une centaine de radars double sens sont entrés en service ce lundi en France. 4 sont installés en Seine-et-Marne, département où 59 personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l'année. Farid Benbekay, Philippe Aliès. Voici donc le tout nouveau joujou de la sécurité routière. Même taille, même couleur, il ressemble en tout point à son prédécesseur, à ce détail près que celui-ci n'a pas un, mais 2 mouchards. Le principe de ces radars, c'est donc d'avoir 2 caméras. Une qui flash les véhicules qui sont en éloignement, donc qui vont prendre la plaque arrière du véhicule, tandis que la deuxième caméra va prendre les véhicules qui viennent à contresens et cette fois prendront l'avant, la plaque avant du véhicule. Mais content d'avoir été flashé à l'aller, eh bien levez le pied d'autant plus car vous pouvez tout à fait l'être au retour. Les routes de Seine-et-Marne se retrouvent ainsi dotées de 4 radars double sens. Écoutez, on roule, on paye, on s'arrête, on paye, on se fait arrêter, on paye, donc n'importe comment, oui, c'est... Que voulez-vous ? Faut respecter la limitation, puis tout se passe bien. Au problème de la mortalité sur les routes, la réponse sera donc répressive. L'État prévoit même d'en installer 200 supplémentaires d'ici la fin de l'année. Motif, le nombre de décès a augmenté de 9% en Ile-de-France depuis le début de l'année. L'association 40 millions d'automobilistes conteste ce choix. Une fois qu'on aura flashé tout le monde, le message de sécurité routière ne portera plus. On aura l'impression qu'on n'est pas dans la sécurité routière, mais qu'on fait payer un peu tout le monde. Il n'en demeure pas moins qu'en 8 mois, 59 personnes, soit 11% de plus qu'en 2014, ont été tuées en Seine-et-Marne. Lot de consolation pour les usagers, les radars double sens feront l'objet d'un double affichage. Bonsoir Emmanuel Barbe. Bonsoir. Vous êtes délégué interministériel à la sécurité routière. Alors, il n'y a jamais eu autant de radars et pourtant, la mortalité repart à la hausse. Comment vous expliquez ça ? Trop de radars tue le radar, comme on l'entendait dans le reportage ? Non, pas du tout. Et je me demande ce que serait cette mortalité sans ces radars. Moi, j'ai entendu 2 choses dans votre présentation. Raquette, c'est de l'extorsion avec violence. Il faut bien rappeler ici que si vous respectez les vitesses, vous n'êtes pas flashé et vous ne payez pas d'amende. Et par ailleurs, où voulez-vous que le montant d'une amende aille, sinon dans les caisses de l'État ? Et ensuite, j'ai entendu joujou de la sécurité routière. Ici, il s'agit de la vie des gens, car la vitesse, c'est le facteur majeur de l'accidentologie. C'est parce qu'on roule vite qu'on ne peut pas éviter un accident et c'est la vitesse qui va conditionner la gravité de l'accident. Donc je crois qu'il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Ça n'est ni du racket, ni un joujou. Il s'agit de sanctionner ceux qui ne respectent pas les vitesses et il s'agit d'outils qui sauveront des vies et empêcheront des personnes d'être handicapées. Alors, il y a un article qui a beaucoup fait parler, un article du journal du dimanche hier, qui relate un rapport de l'inspection générale de l'administration, selon lequel, rapport de 2012, près de la moitié des infractions flashées ne donnent pas lieu à des retraits de points. Ça va plutôt dans le sens de ceux qui parlent de radar tir-lire plutôt que de radar dissuasif. Si on ne retire pas des points, elle est où la dissuasion ?
Alors, tout d'abord, il faut bien savoir qu'en France, les amendes sont très faibles. Ce qui fait le système français, sa caractéristique, c'est la perte des points, parce que c'est un système égalitaire. Riche ou pauvre, vous perdez le même point. Et d'ailleurs, dans les stages de sensibilisation, de récupération de points, on rencontre la France de haut en bas, du plus pauvre au plus riche. Ça, c'est le premier point. Ensuite, ce rapport a été commandé par l'administration pour s'analyser elle-même, et il relate une situation de 2010. Aujourd'hui, elle a beaucoup évolué. Par exemple, on flash beaucoup plus d'étrangers. Il y a deux problèmes que nous devons encore régler qui sont complexes. Un premier, c'est un problème de connexion des bases informatiques qui font qu'il y a des erreurs, qui font qu'en effet, certaines infractions n'arrivent pas à leur destinataire, certains parce qu'ils n'ont pas changé l'adresse. Et le deuxième, les conducteurs d'entreprise, les véhicules d'entreprise, c'est ça ? Il y a un problème aussi qui s'arrangera pas, mais qui n'est pas grave, c'est les conducteurs étrangers, car nous, maintenant, nous leur envoyons des amendes, mais ils ne perdent pas de points. Et puis, il faut traiter, en effet, la question des conducteurs d'entreprise, aussi parfois de l'administration, il faut être honnête, parce que là, vous avez des contraventions qui, en effet, n'aboutissent pas à des retraits de points. D'un mot, puisque la vitesse est si importante, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement abaisser à 80 km/h la vitesse maximale ? Est-ce que ça sera une des mesures du comité interministériel du 2 octobre prochain ? Alors, le ministre Cazeneuve s'est exprimé en janvier. C'est une expérimentation pendant 2 ans, donc ce ne sera certainement pas une option. Je crois que ce qu'il faut bien dire, c'est faisons respecter les règles aujourd'hui et ensuite on verra avant de les changer. Je crois que c'est un de nos problèmes aujourd'hui, c'est qu'à règle égale, on a plus d'infractions. Donc faisons respecter ces règles et la voie à envisager, c'est certainement celle de développer ces radars, notamment dans le futur, pour faire en sorte que les gens prévoient moins où ils sont. Merci beaucoup Emmanuel Barbe d'avoir répondu ce soir à notre invitation. L'inquiétude à présent des riverains du lycée Jean Carré dans le 19e arrondissement. Depuis cet été, l'établissement désaffecté est squatté par 400 à 500 migrants. La mairie de Paris a promis d'en faire un vrai centre d'hébergement. Mais en attendant, les associations dénoncent des conditions sanitaires déplorables. Fernando Malverde, Colette Zagaroli. L'ancien lycée Jean Carré dans le 19e arrondissement est un camp de réfugiés en plein Paris. Occupé au départ par une centaine de migrants expulsés de la porte de la Chapelle, il accueille aujourd'hui jusqu'à 500 personnes dans des conditions d'insalubrité dramatiques. Quelques rares points d'eau, des toilettes très insuffisantes, des poubelles qui s'accumulent, des bénévoles et des riverains passent tous les jours, mais tout le monde est dépassé. La priorité est l'hygiène, parce qu'il n'y a pas assez de balais, il n'y a pas assez de conteneurs petits pour les chambres, il n'y a pas de tableau pour information pour l'organisation. Nous pensons que c'est à l'État à prendre les responsabilités depuis un moment et il n'y a rien qui s'est fait. Alors on attend toujours. Nous, on reste impuissants. Toutes les choses qu'on a demandées, rien n'est fait. Voilà, on doit subir cette situation. Nous, d'un côté, en tant que riverains, on est jusqu'à côté tous les jours avec eux. Un collectif militant gère plus ou moins les lieux, mais les associations ont du mal à mettre en place une aide réellement organisée. La nourriture manque, des bagarres éclatent entre migrants et réfugiés venus d'Afghanistan, d'Érythrée ou du Soudan. La préfecture et la mairie de Paris sont conscients de la situation, mais toutes les urgences arrivent en même temps. L'urgence, c'est de reloger, ça va être fait cette semaine, toutes les personnes qui sont sur Austerlitz et devant la mairie du 18e. Ensuite viendra la question et le traitement du lycée Jean Carré. Il faut que nous puissions rentrer avec les services sociaux, avec l'OFPRA, avec la préfecture, pour faire le point sur la situation de chacune des personnes qui aujourd'hui est dans cet hébergement. Seule une vingtaine de femmes enceintes et d'enfants ont déjà été relogées. Des travaux sont prévus pour transformer le bâtiment en centre pour réfugiés digne de ce nom. Il pourra accueillir environ 80 personnes. Dans l'actualité également, le projet de loi de santé devant les sénateurs. Cela fait des mois que les médecins bataillent contre ce texte, en particulier contre le tiers payant généralisé. Exemple dans les Hauts-de-Seine, Bruno Lopez et Yves de Wulf. Ce médecin généraliste exerce depuis près de 24 ans. Il se mobilise contre le projet de loi santé de Marisol Touraine. Ce projet prévoit entre autres la généralisation du tiers payant. Autrement dit, le patient n'avancerait plus d'argent, ce serait au généraliste de se faire rembourser par la sécurité sociale. Ça va demander un surcroît de travail. Il va falloir qu'on demande à nos patients leur mutuelle et qu'on recherche après si on a effectivement été payé. Et ce surcroît de travail va causer pour nos patients une perte de temps. Perte de temps pour remplir les papiers, moins de temps pour s'occuper des malades. Certains médecins redoutent une explosion des dépenses si les patients bénéficiaient de la politique du tout gratuit.
Cette disposition ne changera rien pour moi. De toute façon, il faudra bien que je paye un jour ou l'autre d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que les médecins ont suffisamment de paperasse à faire. C'est peut-être pas la peine de leur surcharger de travail. Cet autre généraliste a entamé un tour de France pour écouter et consigner la colère de ses confrères. Il insiste sur un autre point de la loi santé, la création d'une base de données de patients qui signifierait, selon lui, la fin du secret médical. Le vrai souci, c'est la démographie libérale qui s'effondre. Le vrai problème d'accès aux soins, ça va être de trouver un médecin généraliste et de trouver un médecin spécialiste. Et le deuxième souci, ça va être la fin du secret médical, la commercialisation des données de santé vendues aux mutuelles, vendues aux complémentaires, qui croyaient bien vont en faire bon usage et rentabiliser l'argent, ça suffit. Face au gouvernement, pour l'heure inflexible, la mobilisation des généralistes n'a pas faibli depuis l'adoption du projet par l'Assemblée nationale. La discussion au Sénat, elle, a débuté aujourd'hui, mais certains syndicats annoncent déjà la fermeture de cabinets à partir du 3 octobre pour maintenir la pression sur les élus. Entrer le matin à l'hôpital, se faire opérer et en ressortir le soir même, c'est le principe de la chirurgie ambulatoire. Cela concerne aujourd'hui 45% des interventions en France, seulement 30% à la PHP. Les hôpitaux parisiens qui veulent rattraper leur retard avec à la clé de belles économies pour la Sécu. Aude Blaché, Antoine Marguet. Il est 8h à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Dans quelques minutes, cette patiente va rentrer au bloc opératoire. J'ai eu des douleurs assez violentes, donc ils vont me retirer la vésicule biliaire parce qu'il y a des petits calculs. Une intervention réalisée sous célioscopie et anesthésie générale et qui nécessitait, il y a quelques années encore, 3 jours d'hospitalisation. On ne va pas faire de grandes cicatrices, on fait 4 petits trous, on enlève la vésicule avec des grands instruments et une caméra que vous allez voir là, et c'est tout. Voilà, donc on en a pour une petite heure. Ça c'est la vésicule biliaire, ça c'est le foie. Et donc l'idée, c'est d'enlever cette vésicule biliaire qui est là, en coupant ici. Ce patient, lui, souffre de calculs rénaux. Une douleur qui ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans une heure à peine. On lui a mis en place une sonde qui permet de libérer en fait, la fonction de son rein. Et maintenant, on va casser son calcul avec cette machine qui envoie des ondes de choc. Vaut mieux ça que d'ouvrir le rein et d'enlever le caillot et que tout le corps soit abîmé. Soigné en chirurgie ambulatoire, ce patient pourra repartir dès cet après-midi chez lui. Une activité qui représente aujourd'hui 30% des interventions à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. L'objectif est d'atteindre 45% d'ici l'année prochaine. Les hôpitaux de l'assistance publique ont été un petit peu en retard. Donc les 45% ambulatoires, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité et on progresse. Encore une fois, on progresse régulièrement, pratiquement de 10% par an. Car ce mode opératoire présente plusieurs avantages. Pour les patients, moins de risques d'infection post-opératoire et un séjour à l'hôpital réduit au minimum. Moi, dormir à l'hôpital, enfin, j'aime pas. Et de savoir que je vais être chez moi ce soir, tranquille, ça me rassure. Une prise en charge rapide qui ne concerne encore que quelques actes chirurgicaux, une voie d'avenir, notamment pour l'assurance maladie, qui y voit là une importante source d'économie. François Hollande en campagne à 3 mois des élections régionales. Le président Manuel Valls et 11 ministres étaient aujourd'hui à Vesoul pour un comité interministériel sur la ruralité. Objectif, reconquérir des territoires et des électeurs qui se sentent souvent abandonnés par l'État. Exemple pas si loin dans le Val d'Oise avec Tania Watine et Stéphane Nisny. Le Bélay-en-Vexin, 250 habitants, n'a plus d'école. Depuis la rentrée, les élèves sont dispersés dans les villages voisins. Là, dans cette armoire-là, c'est tout ce qui était travaux manuels. L'école comptait une vingtaine d'enfants, une classe unique, de la grande section au CM2. Cette année, seuls 13 élèves étaient attendus. Insuffisant pour l'inspection académique qui a annoncé la fermeture de l'école. Une décision redoutée depuis des années. On a toujours réussi à maintenir l'école avec soit 2 classes, soit une classe, réouvrir une autre classe. Donc tous les ans, c'était un petit peu un défi, mais tous les ans, on y arrivait. Et cette année, c'était la dernière année. Les parents d'élèves ont dû s'organiser, comme cette maman qui venait d'emménager au Bélay parce que justement il y avait une école. Sa fille de 6 ans va donc dans le village voisin, à 3 km de là. Heureusement que la mairie a mis un minibus en place pour emmener les enfants justement à l'école. Sans ça, les enfants, ils font comment pour faire 3 km ? À 15 km de là, les enfants ne manquent pas. Sagy, 1200 habitants, a une école avec 5 classes. Pour éviter une baisse du nombre d'élèves, le maire essaye d'attirer de jeunes couples.
Garderie de 7h30 à 19h, boulangerie, boucherie et café rachetés et donc sauvés par la mairie pour ne pas être un village dortoir. Ce n'est pas la recette magique, parce qu'il n'y a pas vraiment de recette magique, mais enfin, il faut offrir un maximum de services à la population. Sinon, s'il y a un choix à faire entre Sagy et un autre village, on ira dans l'autre village, quoi. Pour avoir des services publics, les villages doivent donc garder leur population, mais aussi mettre la main à la poche. À Averne, la poste va fermer. La mairie se voit obligée, dès l'an prochain, d'ouvrir une agence postale dans ses locaux avec du personnel municipal. Les élections régionales toujours. Marine Le Pen est ce soir en meeting à Arpajon dans l'Essonne pour lancer la campagne du FN. Daïko Douy, vous êtes sur place. Juste avant, la patronne du FN avait donné rendez-vous aux journalistes dans un lieu symbolique de l'Île-de-France. Où vous a-t-elle emmené ? Dans le petit village d'Étréchy, à une dizaine de kilomètres d'Arpajon, devant un moulin, un ancien moulin qui a été transformé en logement. Et selon Marine Le Pen, certains logements seraient gérés par une association qui hébergerait des clandestins. Alors, selon ses termes, il ne s'agit pas de réfugiés arrivés récemment de Syrie ou d'Irak, mais néanmoins pour elle, c'est le symbole de ce que va devenir la France avec la politique du gouvernement d'accueil des réfugiés, une politique qui est relayée par la région. Je vous rappelle que la semaine dernière, Claude Barthelone a déclaré que l'Île-de-France devait être fer de lance pour accueillir les réfugiés ou les migrants. On écoute Marine Le Pen. La vague gigantesque de migration, dont nous ne sommes qu'au début d'ailleurs, et la volonté politique de mettre en œuvre la dissémination de cette immigration clandestine jusque dans les plus petits villages, car en réalité nos politiques cherchent à cacher cette submersion migratoire en la planquant par petits groupes dans tous les villages, y compris les plus petits villages d'Île-de-France. Alors Daïk, c'est tout sauf un hasard si Marine Le Pen a choisi de lancer cette campagne en seconde couronne. Oui, parce que c'est là où le Front National fait de bons scores, plus de 20% aux dernières élections européennes. Et ce soir, dans 1 heure, à cette tribune qui est derrière moi, Marine Le Pen va déclarer « Vous, les habitants de la seconde couronne, vous êtes les oubliés du Grand Paris. Vous n'avez pas de transport, vous n'avez pas de service public, mais vous avez une certaine tranquillité. Et cette tranquillité, on va la menacer avec l'accueil de migrants. » Voilà le discours qu'elle va marteler dans 1 heure. Alors vous savez, en Ile-de-France, c'est pas la région où il y a le plus d'enjeux. Pour la FN, elle a quand même un objectif, c'est que le Front National fasse son retour dans l'hémicycle, car je vous rappelle qu'actuellement, il n'y a pas d'élu FN au Conseil régional. Pour cela, il faut faire 10%, un objectif largement atteignable au vu des résultats des dernières élections en Ile-de-France. Merci Daïk pour cet éclairage. Et puis Rachida Dati, suspendue du groupe Les Républicains au Conseil de Paris. La maire du 7e arrondissement n'aurait pas payé ses cotisations depuis 2010, soit une ardoise de 6 500 €. Elle affirme être à jour auprès de la fédération, mais je refuse de soutenir le train de vie de certains élus du groupe, a rétorqué via Twitter l'ancienne ministre. À suivre dans ce journal, vous saurez tout sur la Nuit Blanche 2015. Le programme a été dévoilé ce matin à Paris, une nuit blanche et verte qui mettra l'environnement à l'honneur. Et puis, Fragonard amoureux, le musée du Luxembourg rend hommage à l'un des plus célèbres peintres du XVIIIe siècle, peut-être aussi l'un des plus coquins. Mais d'abord, ne restez pas sur le banc de touche. C'est le message que lance la Fédération française de football aux femmes. Si monsieur squatte le canapé avec ses copains pendant l'Euro 2016, pourquoi ne pas devenir bénévole ? Jean-Philippe Lemaire, Laure Bignalet. Oran est une des premières volontaires à avoir été recrutée pour l'Euro 2016. Cette étudiante en relations humaines fait passer des entretiens aux postulants, un questionnaire qui porte sur les motivations et les capacités du candidat. Il faut à la fois être, pour moi, accueillant, chaleureux, humain, partagé et aussi, je pense, avoir un petit côté pétillant qui donne une envie au sport. Super candidate, nickel. Ok. On l'apprend en entretien. On l'apprend en entretien. Les candidatures féminines sont particulièrement les bienvenues, car depuis 3 mois, si 12 000 demandes ont été adressées, 30% seulement concernent des femmes. Pour inciter celles-ci à devenir volontaires, une campagne de sensibilisation vient d'être lancée. Les volontaires sont les ambassadeurs de l'événement. Sans eux, il n'y a pas d'événement. Et on aimerait que nos volontaires représentent notre pays, donc autant avec des hommes qu'avec des femmes. Et on recherche évidemment des femmes au niveau de l'accueil du public. C'est toujours sympa d'avoir un sourire féminin. 1000 volontaires seront recrutés pour le Stade de France, 650 pour le Parc des Princes. Françoise est candidate, elle essaye d'ailleurs des tenues en vue de l'événement auquel elle aimerait bien participer.
Voir aussi la joie des étrangers venir en France, participer à un grand événement. Voilà, c'est une fête en fait, participer à une fête dans mon pays. Ça permet de voir l'ampleur de l'événement et de passer aussi de son écran de télé à être les mains dans le cambouis et à aider à l'organisation. Les personnes retenues seront informées au début de l'année 2016, mais pour l'heure, il est encore possible d'adresser sa candidature jusqu'au 30 novembre. Une journée à noter dans votre agenda, ou plutôt une nuit, celle du 3 au 4 octobre prochain. Ce sera la 14e édition de la Nuit Blanche à Paris. Le programme a été dévoilé ce matin. Carla Carrasquera, quelles sont les nouveautés ? Alors cette année, Marlène, 2 nouveaux parcours dans le nord parisien pour mettre à l'honneur des quartiers moins connus de la capitale. Le premier partira du parc Monceau et il remontera vers le quartier de Clichy-Batignolles où le public pourra découvrir une vague bleue flottant à 3 mètres du sol pour illustrer la montée des eaux. Vous savez que cette année, les organisateurs ont demandé aux artistes de travailler sur le thème de l'environnement. Et puis la balade se poursuivra jusqu'à la porte de Clignancourt. Le deuxième trajet partira du parvis de la gare du Nord pour remonter vers la Alpajole et le centre culturel 104 dans le 19e arrondissement. Et pour la première fois, le parcours officiel traversera le périphérique pour aller à Aubervilliers. Là-bas, 2 plasticiennes inviteront les spectateurs à observer les étoiles en temps réel. Alors Carla, des milliers de Parisiens dans les rues la nuit, forcément ça demande un petit peu d'organisation. Alors d'abord Marlène, oubliez la voiture, un dispositif de transport spécial est mis en œuvre pour faciliter les déplacements. La ligne 14 sera accessible toute la nuit et le réseau de bus noctiliens sera renforcé. Sachez également que certaines installations seront encore visibles le dimanche 4 octobre dans la journée pour que les familles avec les enfants puissent aussi profiter de l'événement. Merci beaucoup Carla. Le rendez-vous est pris. Quand l'amour guide le pinceau d'un grand artiste, le musée du Luxembourg présente à partir de mercredi 80 œuvres signées Fragonard. Toutes parlent d'amour, qu'il soit romantique ou libertin. Geneviève Faure, Nedim Lankarevitch. Le XVIIIe siècle fut le siècle de la séduction et de l'intrigue amoureuse. Jean-Honoré Fragonard en aura été l'un des illustres représentants. À travers ses premières compositions champêtres ou d'inspiration mythologique, jusqu'aux allégories amoureuses, il devint rapidement le maître du genre. Fragonard, c'est un témoin et un complice de son temps. C'est vraiment quelqu'un qui est très intelligent, très ouvert sur ce que ses contemporains, sur les folies de ses contemporains, mais aussi les raisons, les profondeurs de ses contemporains. Et il les suit avec beaucoup d'acuité. Je pense que de ce point de vue-là, il a un peu la lucidité d'un Diderot, la lucidité bienveillante. Fragonard ne s'embarrasse pas de pudeur pour célébrer ou dénoncer le libertinage de l'époque, comme dans ce tableau qu'il intitule « La résistance inutile », où une femme de chambre subit les assauts de son maître. L'ambiguïté est présente aussi derrière les portes fermées, comme dans cette célèbre peinture, Le Verrou. Mais Fragonard nous donne aussi à voir l'amour véritable dans le baiser, représentation de l'innocence et de la sincérité. Selon nos propres critères, Fragonard ne fait pas de peinture pornographique. Il fait une peinture qui peut être très sexualisée, mais où la dimension charnelle, elle n'est jamais découplée elle du sentiment. Fragonard, c'est pas Sade. Il est vraiment, c'est absolument pas quelqu'un de cynique. Et il me semble que sa peinture n'est pas cynique du tout. Fragonard a le trait sûr et l'œil vif. De Rome, il ramena la lumière. De la cour, il peignit les frivolités. Lui, dont le talent fut reconnu avant même ses 20 ans, fut aussi l'un de ceux dont la touche très libre fascina les premiers impressionnistes un siècle plus tard. Avant de se quitter, un tout dernier rendez-vous à noter, la folle journée du patrimoine samedi sur France 3 à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Nos 24 antennes seront mobilisées avec 3 émissions pour vous faire découvrir ou redécouvrir les plus beaux monuments de nos régions. Le patrimoine en fait aussi sur Internet avec vos photos. Coup de chapeau ce soir à Stéphanie Benjamin et cette superbe salle Richelieu à la Bibliothèque nationale de France. Vous aussi, envoyez-nous vos photos et votez pour le plus beau cliché sur notre site internet France 3 à Paris. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre la météo et le journal de la rédaction nationale présenté par Carole Gessler. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.
toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.